Bonjour et bienvenue dans mon humble demeure en ces temps de crise du COVID-19. Aujourd'hui, dans le cadre du travaux pratiques numéro 2 du cours didactique 733, je vais vous parler du trouble développemental du langage ainsi que de la dysphasie. Donc, laissez-moi vous parler du plan du premier vidéo puisqu'il y aura deux vidéos sur les sujets. Le premier vidéo, je vais vous décrire d'abord qui je suis, mon expérience et mon contexte d'enseignement. Puis je vais poursuivre avec vous parler du trouble développemental du langage, les interventions que j'ai réalisées, les forces et difficultés que j'ai eues, les pistes d'amélioration que j'en vois, ainsi qu'un répertoire d'intervention et une ouverture sur le sujet. Donc, sans plus tarder, je me présente. Je suis Michael Lacombe, je suis un nouvel enseignant auprès de la CSDM dans l'école Chemin des Maisonneuve dans le quartier Hochelaga de Montréal. J'ai commencé en 2018 à faire de la suppléance avec la CSDM. J'ai eu mon premier contrat fin mars 2019 à Pierre-Dupuis. Puis, tout récemment, en août 2019, j'ai reçu un appel pour avoir un contrat à temps plein à l'école Chemin des Maisonneuve. J'enseigne dans la classe d'un programme FPT, donc formation préparatoire au travail, pour des élèves en difficulté de langage. Donc, je suis présentement en adaptation. Je fais ma maîtrise qualifiante en enseignement des sciences à l'Université de Sherbrooke, ayant un baccalauréat en biologie. Donc, sans plus tarder, je vais parler du trouble du développemental du langage, le TDL, anciennement appelé la dysphasie. C'est quoi? Ça consiste en une dysfonction cérébrale localisée dans la zone du langage. On a remarqué avec notre travail pratique avec l'équipe numéro 5 que ça a plusieurs impacts négatifs sur la syntaxe, la sémantique, la pragmatique, la phonologie, le lexique, donc tout ce qui est en lien avec le langage. Au niveau de l'élève, on va voir dans la classe, il va souvent avoir un pilotage automatique. Donc, il va être là, mais il y a vraiment de la difficulté à comprendre ce qui se passe, à s'exprimer. Donc, pour l'enseignant, il faut vraiment porter un rôle particulier à ces élèves-là. D'ailleurs, Atil mentionne le point déterminant pour les élèves pour qu'ils puissent y arriver dans la vie à l'école, c'est vraiment le rôle de l'enseignant. Donc, comme je vous l'ai mentionné, dans ma classe à moi, j'avais un petit groupe seulement de 10-11 élèves qui ont tous le TDL. Donc, c'est un avantage que j'avais de pouvoir mettre en pratique des interventions et de pouvoir bien les évaluer suite aux lectures que j'ai faites dans le cadre du cours présent. Donc, les interventions que j'ai réalisées, en début d'année, il y avait lecture des plans d'intervention, rencontre avec les parents et l'orthophoniste, création d'un lien avec le jeune. Faire ces étapes-là en amont, ça m'a aidé parce que peu importe la clientèle, je pense que la priorité, ça doit être de créer un lien. Ce lien va permettre d'utiliser des stratégies. Ça va être plus facile d'intervenir auprès de l'élève, surtout des élèves en difficulté. Ils ont vraiment un manque de reconnaissance parfois de leurs difficultés. Donc, de pouvoir les énumérer, de créer ce lien-là, ça doit être une priorité. Dans les recherches telles qu'assurer le succès de l'intégration ou de l'inclusion, ou encore transformation des pratiques éducatives, la recherche sur l'inclusion scolaire, on va dire que pour maximiser l'effet enseignant, il faut que l'élève soit capable de comprendre nos champs d'intérêt, notre style d'apprentissage, la façon dont on va enseigner pour que la relation soit meilleure. Sa disposition à apprendre va en être améliorée. Par la suite, au travers de la lecture, on remarque que l'enseignant doit travailler plus fort afin de proposer des activités ou encore des enseignements qui favoriseront l'acquisition des connaissances, de compétences et d'habiletés pour chacun des élèves. Mon objectif, c'était de rendre accessible vraiment l'éducation puis le succès. Donc, voici quelques exemples dans les classes que j'ai. Tout d'abord, j'évitais de poser des questions fermées. Est-ce que vous avez compris? Oui? Non? Au contraire, je pose la question, qu'est-ce que vous avez compris? Donc, je prenais le pouls de mes élèves. Par la suite, je demandais aux élèves d'avoir 3 mains levées pour répondre à une question. Donc, ça leur donnait vraiment le temps de penser et je prenais le temps aussi de faire une pause. Comme ça, il n'y avait pas trop d'informations pour eux. Tant qu'il n'y avait pas ces 3 mains levées, je ne commençais pas à répondre à la première personne. Donc, ça donnait vraiment une occasion à tous les jeunes de participer. Je fonctionnais également par activité, morcellement des informations, utilisation de diverses techniques d'apprentissage, visuelles, auditives, tactiles et diverses méthodes d'enseignement. Une SAE que c'était vraiment un enseignement explicite. Donc, c'était en mathématiques, j'avais besoin, d'ailleurs, j'ai pas dit, mais j'enseignais les mathématiques, l'anglais, le SFD, sensibilisation au monde du travail, PMT, préparation au marché du travail. Donc, j'avais beaucoup, et histoire en plus. Donc, j'avais beaucoup de matières. Je voyais souvent les mêmes jeunes. Donc, des fois, je prenais le temps vraiment de faire des exercices explicites avec eux, dont la mathématique était super facile.
Et pour terminer, le fait d'avoir connu mes jeunes, euh, j'ai eu une opportunité de créer un projet rap. Donc, c'était dans le cadre de la place des arts. Donc, les jeunes apprenaient à écrire un rap rythmé. Ensuite, on allait pratiquer au niveau de l'expression corporelle. Donc, ça permettait vraiment de mettre les jeunes au travers un seul sujet dans diverses situations. C'est c'est très positif pour un jeune qui est dysphasique de pouvoir vraiment bien s'organiser puis de savoir sur quoi qu'on travaille à ce moment-ci. On travaille sur l'écriture, on rassemble des mots rimés, donc on va chercher la terminaison des sons. Ensuite, on va faire de l'expression, donc on va te donner l'opportunité de prendre le temps de t'afficher. En travaillant de la sorte, on va affecter les contenus, donc sur quoi qu'on agit, le processus, donc comment ça va être divulgué, puis aussi la production. Donc c'est quoi les divers moyens qu'on utilise. Donc, ce que ça m'a apporté en début d'année, c'est une bonne structuration de l'année scolaire. Donc, je savais déjà un peu où est-ce que je m'en allais. Et les élèves le savaient aussi. Et les interventions sont logiques et sans jugement. Sont en connaissance de l'évolution de l'élève. Donc, c'est pas l'élève, je m'attends à ce que tu sois là. Mais bien au contraire, je sais où tu es et je vais t'aider pour te rendre une étape plus loin. Ça, c'était des trucs que j'ai trouvé à l'écoute de chaque élève grâce à la différenciation pédagogique. Donc, on va soutenir la motivation à apprendre en le comparant avec ses résultats antérieurs à lui, mais en plus, le fait qu'il comprenne la logique derrière, il sera jamais, on sera jamais sur le coup de l'émotion, et lui aussi, il va comprendre, il va être scolarisé, il va comprendre ce qu'il a le droit socialement et ce qu'il n'a pas le droit. D'ailleurs, selon des recherches, dont celles de Dunn, Griggs, Olson, Gorman et Beasley, lorsque l'élève est renseigné au sujet de ses capacités cognitives, cette connaissance aurait un impact sur son attitude en salle de classe, sur sa motivation et même sur son plan de carrière. Donc, d'utiliser ces stratégies, la répétition, le travail en diade et à niveau, fait qu'ils ont des opportunités, eux, de s'exprimer, de voir que je suis à leur écoute, contrôle du niveau de compréhension, le suivi actif en questionnant chacun des élèves, en les impliquant. Un geste peut amener des conséquences, donc l'instruction sociale, ainsi que deux fois le lundi après-midi, je leur permettais d'avoir de la nourriture disponible ou même moi, j'achetais un pain du petit Nutella pour les motiver à venir. Il faut noter que certains élèves ne pouvaient pas manger parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour manger le midi. Je pense que cette variété-là d'enseignement, dont l'enseignement explicite par moment, ou encore de permettre aux élèves de se regrouper d'une façon dynamique et souple en fonction de l'évolution de leurs besoins ou de leurs champs d'intérêt, ben que ça amène vraiment une bonne motivation à être en classe, d'une part, mais ensuite de vouloir s'améliorer et de progresser. Et par la suite, de ma part, d'utiliser des ressources de complexité variable, donc pour pas les décourager, mais en même temps qu'ils voient que je veux les amener plus loin. Au niveau des difficultés, il y avait la création d'un travail d'équipe impliquant le parent, l'orthophoniste, la mise à jour des rêves de l'enfant. Puis le plus difficile des jeunes dysphasiques, c'est vraiment le mur concernant l'élève qui ne veut pas reconnaître ses difficultés. D'ailleurs, pour le parent, c'était de prendre le temps d'être seul avec le parent, de connaître l'état de la et aussi, comme le mentionne, les interventions adaptées aux diverses clientèles de Vitaro et Gagnon. Des fois, la surprotection parentale, ça conduit au développement de l'anxiété en plus de ça. Parce que les élèves dysphasiques qui ont le TDL, ils sont vraiment au niveau de l'émotion fragiles. Donc, il faut inclure les parents d'emblée là-dedans, mais vraiment de comprendre la situation de l'élève pour voir où est-ce que l'élève se situe. Parce que des fois aussi, être trop près du parent, ça va avoir des effets néfastes au niveau de l'élève dysphasique. Par la suite, en tant que nouvel enseignant, la gestion de classe, c'était une de mes faiblesses, évidemment, être conséquent. Lecture des incompréhensions des situations. Donc, quand les élèves comprenaient pas, j'avais peur que c'était mon enseignement parfois qui était pas bien. De la manipulation. Faire face aux stratégies d'évitement de cette clientèle-là et représentativité des genres. Donc, souvent, je devais protéger le fait qu'il y avait très peu de filles dans une classe majoritairement de garçons, puisque le TDL affecte majoritairement les garçons. Au niveau des pistes d'amélioration envisagées, en début d'année, préparation de matériel didactique, rencontre individuelle avec le parent. Matériel didactique, je parle ici de la création d'un cahier de ressources, de nos élèves, des corriger déjà des devoirs qu'ils ont à faire. Ça va me permettre de faire des quiz aussi, des quiz tel Kahoot pour que de voir où est-ce que les élèves sont rendus. Et finalement, création de projets d'équipe. Au niveau de la gestion de classe, ben, ça va toujours s'améliorer. J'ai pris des formations déjà à la CSDM pour travailler sur ce point. L'auto-évaluation, donc pour orienter mon enseignement et prendre mon temps, de valoriser les transferts. Au niveau du répertoire d'intervention, AID, aide. Donc, articulation, prendre le temps de bien articuler,
Intensité, donc varier cette intensité-là. Intonation également. Des fois d'aller plus bas, plus haut, plus rassurant. Ça peut aider le jeune. Et le débit. Donc des fois aller vite, mais surtout prendre le temps d'aller doucement. Ça va permettre ensuite d'avoir une meilleure gestion de classe d'un côté, mais aussi la gestion de classe, elle va être en lien avec le positionnement des élèves. Donc, suite à la lecture du plan d'intervention, de placer les élèves stratégiquement pour qu'il y ait le moins de désorganisation possible dans la classe. Donc, les élèves plus turbulents, les isoler, les enfermer dans un coin, si on veut. Apprentissage par projet aussi, donc de pouvoir mélanger des élèves forts, des élèves faibles pour les impliquer. Adaptabilité, ben, recherche d'activités personnalisées comme à la place des arts. Le projet rap fut un succès, mais il y avait aussi également des projets d'humour, des projets de danse, donc vraiment d'aller varier ces projets-là en fonction de notre classe. Et je voulais clore le sujet sur des lectures que j'ai faites suite à mon cours, donc d'ailleurs sur acquisition et transfert de stratégie au sein d'une intervention métacognitive pour des élèves présentant des difficultés d'apprentissage. Au début, il va y avoir un manque d'efficacité lorsqu'on leur apporte des stratégies en tant qu'enseignant. Le système de coût-bénéfice, ça veut dire que si on voit qu'une stratégie ne fonctionne pas pour l'élève, bien, pouvoir la laisser, il y en a peut-être une autre qui va fonctionner et surtout donner le temps à l'élève. Donc, de voir que notre impact se fera à long terme. Au niveau du dépistage précoce des troubles du développement, ben, c'est une nécessité de le découvrir. Vous voyez ici les différentes courbes. Donc, on a la courbe normale d'évolution d'un élève. Souvent, l'élève avec le TDL, lui, il va prendre un certain retard. On a vu même à travers des symposiums que j'ai fait, que ça va être 2 ans de retard, mais que si l'enseignant et l'élève travaillent bien ensemble, il va pouvoir garder, les courbes vont finir par devenir parallèles, et donc l'élève qui a 2 ans de retard va tout de même être capable d'y arriver. Donc, c'est en adaptant qu'on va être capable de travailler avec le jeune pour le rendre non seulement plus performant, mais aussi qu'il ait l'opportunité de réaliser ce que lui-même désire. Et la suite se fera dans mon deuxième vidéo.